Mesdames et messieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, Monsieur le ministre-président, Madame la ministre, Monsieur le gouverneur, Monsieur le bourgmestre, Monsieur le prorecteur, cher Calogero, chers collègues recteurs et vice-recteurs, Madame la rectrice, chère Annemie, chacun et chacune en votre titre, grade et qualité, ainsi qu'à vous tous et toutes qui nous regardez à distance cette année relativement exceptionnelle. Chers amis et chers amis de Lumos, quelle fin d'année académique 2019-2020 que nous venons de vivre, et quel début d'année académique 2020 et 2021, me rétorquerez-vous aussitôt. Qui aurait pu, en effet, imaginer un seul instant ce qui nous attendrait? Jamais. Les qualificatifs particuliers, exceptionnels, inédits, et j'en passe, n'ont sans doute pris autant de sens depuis ce jour de mars dernier, où tout a basculé vers un confinement et des mesures de distanciation sociale ou physique auxquelles tout être humain n'est ni habitué ni conçu pour. Et pourtant, il a bien fallu faire avec, comme on dit chez nous, c'est-à-dire s'adapter et faire face à tous les niveaux de notre société, mais aussi de notre institution. L'université dans son ensemble, les universités donc, ont dû se repenser, se réinventer en quelques jours et autant de réunions en Teams, en Zoom, en Webex. Ce n'est pas Madame la ministre qui me contredira, tant nos visios de concertation ont été nombreuses, y compris en plein milieu de ce qui aurait pu être nos vacances. Lieu de savoir et d'innovation par excellence, les universités ne pouvaient décemment pas, si vous me permettez cette expression, rester dans leur bulle. Lumos s'est donc mobilisée, s'est serré les coudes, et avec elle toute une communauté qui a fait preuve d'une solidarité incroyable, insoupçonnable, pour surmonter les défis successifs qui se dressaient devant elle. Enseignement à distance, puis évaluation à distance, modification, que dis-je, révolution dans les pratiques habituelles de travail des uns et des autres. Nous avons fait preuve de courage et d'intelligence collective, d'une faculté d'adaptation de groupe hors du commun. J'aimerais illustrer cette cohésion et cette solidarité qui font ce que nous sommes ici à Lumos par la diffusion d'une capsule vidéo qui donnera successivement la parole à une enseignante d'une de nos facultés, au président sortant de l'organisation représentative de nos étudiants, ainsi qu'à notre conseillère à l'information et la communication. Je pense qu'on a tous, et je crois que je peux vraiment parler de tous les collègues, on a tous fait preuve d'inventivité pour s'assurer qu'on puisse donner aux étudiants des examens qui étaient justes pour chacun. On a aussi voulu rassurer les étudiants parce qu'on s'est dit que, bon, bien sûr, la crise a été impressionnante pour tout le monde, c'était inattendu, on ne s'attendait pas à ce genre de situation, mais on s'est dit que pour les étudiants, c'était important qu'ils restent acteurs de leur apprentissage tout en ayant un contact avec nous et en sachant qu'on était avec eux et que le but c'était qu'on travaille ensemble comme on le ferait dans une salle de classe, mais qu'on allait transformer ça et faire ça quelque part en ligne, mais qu'on allait s'assurer que ça allait bien fonctionner. Donc rassurer les étudiants, garder un contact. Je pense que ce soit à Lumos en général ou à la faculté chez nous, on a cette proximité avec les étudiants qui, à mon sens, est une très bonne chose. Donc ça ne m'a pas donné l'envie d'être encore plus proche, mais ça m'a conforté dans l'idée qu'on fonctionnait de la bonne manière à ce niveau-là.
voilà, qu'il faut continuer sur cette lancée-là. On a eu un rapport avec les autorités absolument formidable. J'avais un contact presque tous les jours avec Monsieur Laby, Monsieur le recteur et Monsieur Mettens, l'administrateur. J'avais même Monsieur Laby à 22 heures au téléphone. Enfin, je veux dire, il a été très très disponible et je ne doute même pas qu'il devait être bien fatigué après les journées qui passaient. Donc il y avait cette espèce de conscience du vécu qui était difficile pour les étudiants, pour les professeurs aussi, pour les administrations aussi. Et donc il y a eu ces suites de mesures en conséquence. Donc les délégués ont été bien écoutés, il y avait cette espèce de co-construction. Après quelques mois comme ça, cette espèce de bilan autour de cette identité familiale qu'a l'UMONS. C'est notre ADN à l'université de Mons, c'est comme ça qu'on sent une espèce de communauté UMONS. Je pense qu'il y a eu différentes formes de rapprochement. Il y a eu d'abord entre étudiants, il y a vraiment eu une très forte solidarité, il y a eu un gros soutien, tout le monde s'est entraidé, tout le monde était dans la panade et tout le monde a voulu s'aider. Et bon, il y avait déjà cette présence avant, mais elle a été vraiment renforcée. Et c'est vraiment une très belle chose qui est ressortie de ça. En matière de communication, ça a surtout été de rassurer la communauté, tant du personnel que des étudiants, d'informer et de dire que voilà, la priorité était sur la santé, la sécurité et d'informer le plus grand nombre à travers les différents moyens de communication dont on dispose aujourd'hui, l'emailing, mais aussi toutes les autres plateformes à destination des étudiants et du personnel. On a mis ces réseaux sociaux au service finalement d'une situation qui n'était pas facile, qui ne privilégie pas le contact. Et donc, à travers les vidéos notamment de Monsieur le recteur, c'était permettre aussi une présence qui n'était plus possible en physique, mais qui s'est rendue possible par le canal virtuel. Et le partage et le transfert parmi les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, a permis finalement de personnaliser un petit peu ce contact qui était complètement dématérialisé, quoi. Ça a vraiment été extraordinaire de voir, je vais prendre un exemple en particulier, quand on a demandé aux gens de se fédérer autour du helpdesk pendant les examens, le nombre de volontaires qui se sont manifestés, je trouve ça vraiment remarquable et je pense que c'est aussi vraiment le message des autorités, c'est de voir cette solidarité qui s'est manifestée à travers justement ce helpdesk où les gens qui avaient peut-être un peu moins de boulot suite à la crise sanitaire se sont rendus utiles dans d'autres tâches et même ceux qui avaient encore beaucoup de boulot, finalement, n'ont pas rechigné à s'inscrire comme volontaire, et ça, c'est évidemment super. Mesdames et messieurs, je le dis souvent, je suis fier d'être UMONS, mais nous pouvons l'être légitimement, toutes et tous. Personnellement, je le suis plus que jamais. Malgré cette crise qui nous imposait une mise à distance, nous sommes parvenus à maintenir un dialogue permanent et constructif entre nous, à discuter et à réfléchir ensemble aux meilleures solutions possibles à mettre en œuvre pour résoudre les innombrables problèmes administratifs, techniques, logistiques, pédagogiques qui se sont dressés successivement sur notre route. Je profite de l'occasion pour chaleureusement remercier notre administrateur, Philippe Mettens, notre premier vice-recteur, Marc Laby. Quelle équipe, quel G1, comme on l'appelle en interne. Nous formons de plus, avec notre directeur de la communication, Valérie Saint-Guilain, un G1, je pense, extraordinaire. Je ne l'oublierai jamais, je vous le garantis. Nous avons su faire preuve du même dialogue entre membres du personnel de l'UMONS, toutes catégories confondues, chacun travaillant au bien commun. Mais aussi, je tiens à le souligner, avec nos étudiants et étudiantes, chez qui nous avons largement, majoritairement trouvé des interlocuteurs sérieux, mûrs et conscients des enjeux. Je tiens d'ailleurs ici à remercier plus particulièrement Kerian Clam, que nous avons entendu, le président sortant de l'organisation représentative de nos étudiants lauréats, qui a su parfaitement jouer son rôle, toujours entre revendications légitimes et compréhension de la situation. Merci à toi, Kerian, et bonne route pour la fin de ton parcours universitaire. Je suis persuadé que nous pourrons nouer la même relation de confiance avec ton successeur, Martin, qui prendra la parole dans quelques instants. On vous a bassiné les oreilles avec cette notion de bienveillance. Nous les premiers,
sans doute, admettons-le. Mais je peux dire qu'ici, à Lumons, ce terme a conservé toute sa valeur et n'a jamais été galvaudé. Nous avons fait en sorte que ce mot signifie vraiment quelque chose. Nous avons demandé, en retour de ce contrat moral, un sens de la responsabilité et du civisme de la part de nos étudiants et étudiantes. Nous l'avons obtenu. Il nous faut continuer à appliquer strictement les mesures sanitaires, même si le temps nous semble long désormais. Il en va de la santé des autres, de nous-mêmes et de nos proches. On ne le dira pas assez. Cette année académique, nous risquons évidemment d'être balancés entre code jaune et code orange, ce dernier nous basculant vers un scénario plus contraignant et une réduction du présentiel sur nos campus. Si nous le faisons, c'est évidemment et uniquement par stricte nécessité, que cela soit absolument clair. Car la vocation de l'enseignement est davantage dans le partage et l'échange de savoir, dans cette pédagogie de proximité qui est si profondément ancrée dans l'ADN de notre institution. L'enseignement à distance, même s'il ne remplacera jamais un cours en présentiel, doit, grâce à ces innovations technologiques, favoriser l'ouverture d'autres horizons pédagogiques de manière complémentaire. Je dis bien complémentaire au présentiel, mais nullement en remplacement de ce dernier. Au travers de cette crise, nos enseignants et enseignantes ont été amenés à se remettre en question, à revoir la perception de leurs cours. Ils ont courageusement adapté leur enseignement, tandis que des efforts financiers conséquents, près d'1 demi-million d'euros par exemple, étaient investis en parallèle dans des équipements de pointe destinés à capter, enregistrer et rediffuser ces cours. Ce basculement ne s'est pas opéré sans une réflexion institutionnelle, cornaquée par notre vice-recteur à l'enseignement, le professeur Marc Demeuse, et épaulé en cela par les doyens, doyennes et présidents d'école, mais aussi par notre service d'appui pédagogique, notre direction des affaires académiques, la cellule hyper-planning, sans oublier nos services techniques, informatiques, de la sécurité qui ont implémenté ces solutions pratiques. Merci à eux également. Merci aussi à nos secrétariats qui ont surmonté les implications administratives et je m'en voudrais de l'oublier, à notre ASBL, les Cèdres, pour le soutien et l'accompagnement permanent de nos étudiants à besoins spécifiques, y compris lors de cette cérémonie par l'intermédiaire de Madame Amalia Ruiz Gomez qui interprète en langage des signes. Merci beaucoup. Chez nous, à Lumons, notre solidarité historique a pris la forme de Help Desk, composé de membres du personnel volontaire qui ont fait preuve d'une redoutable efficacité. Cette mobilisation nous a permis de réduire les incidents à leur plus simple expression durant nos sessions d'évaluation à distance de juin et de août-septembre. De nouveau, que toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce succès soient ici remerciés. Mesdames et messieurs, une université, c'est certes beaucoup d'enseignement, de qualité, de pédagogie. C'est aussi énormément de recherche scientifique. Là aussi, la crise du Covid nous a contraints, nous a permis, dirais-je plus volontiers, de nous révéler et de nous surpasser. L'Université de Mons a été et demeure un acteur très impliqué dans l'effort de guerre déployé contre l'épidémie, et ce dans tous les domaines, des sciences dites dures, du domaine médical et de la santé à la psychologie. Tout ça au bénéfice de la société, de la population et de la préservation de la santé physique et mentale. L'exemple le plus parlant a incontestablement été la mise en place de la première plateforme de dépistage Covid-19 en Hainaut, sous l'impulsion et la coordination
de nos deux collègues, les professeurs Rudy Wattier et Lionel Taforo. À ce sujet, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette expérience se poursuivra dans le cadre de la plateforme fédérale BIS, en binôme avec l'hôpital Jolimont, et ce, en parfaite complémentarité avec nos collaborations conventionnées avec les autres hôpitaux régionaux. Cette nouvelle plateforme nous offre une capacité de plus de 7000 tests quotidiens. Je le disais, les projets de recherche menés par nos équipes de scientifiques sur le virus, cette épidémie, ses incidences sur la collectivité, ont pris bien des aspects. Je n'en citerai que quelques exemples. L'enquête sur les troubles de l'odorat et du goût comme symptômes chez les patients positifs au Covid-19, la décontamination des masques par plasma, la fabrication de visières pour le personnel soignant ennuyé par notre Fab Lab, le recours à l'intelligence artificielle pour l'analyse des radios de poumons. Les sciences humaines ont également largement contribué à cet effort, avec, entre autres, des études sur les effets du confinement, sur le couple et la famille, sur le personnel et les professionnels du secteur de la santé ou sur l'état psychologique de notre population. Plutôt que de poursuivre cette énumération, je vous invite à visionner ce clip vidéo, à écouter ensuite notre vice-recteur à la recherche et à l'innovation. Pour essayer de pallier un problème crucial à cette époque-là, c'était le manque de tests, particulièrement dans la province du Hainaut et particulièrement dans la région de Mons. La réflexion a été de monter une plateforme universitaire dans le contexte universitaire. Et donc, avec des collègues, professeurs et chercheurs seniors, de la faculté de médecine et de pharmacie et, de la faculté des sciences, nous avons monté une plateforme en quelques semaines et nous avons été agréés par le fédéral pour pouvoir effectuer des tests de Covid-19. L'université de Mons a montré qu'elle avait un rôle social très important et donc ça a été très apprécié par nos différents partenariats, que ce soit au niveau hospitalier, mais également au niveau du national, qui a vraiment été subjugué par le travail effectué par nos chercheurs, et particulièrement nos jeunes chercheurs. Et donc cette solidarité a vraiment montré le rôle que devait avoir une université en dehors de ses murs. Merci Rudy. Mesdames et messieurs, je le dis en toute objectivité, nombre de ces recherches ont ou auront un impact scientifique indéniable. Et la qualité et la pertinence de certaines sont déjà reconnues internationalement. Cette crise a démontré, si cela était encore nécessaire, l'utilité, même plus que cela, la nécessité d'une université forte, d'une université de référence en province de Hainaut. Une université à l'écoute des besoins de sa région et de la population, parmi laquelle cette jeunesse qui doit nous aider à basculer enfin vers un monde innovant et respectueux. Ces jeunes méritent eux aussi, comme dans toutes les régions de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de bénéficier d'un accès aisé à l'enseignement universitaire, de profiter de cet ascenseur social et sociétal que peut constituer l'université, de la chance que cela peut représenter. Je puis en être le témoin, de même que mon prédécesseur. Sans l'université, nous n'aurions certainement pas connu cette trajectoire de vie. Le rôle,
La mission, l'objectif de l'Université de Mons est aussi d'offrir localement cette opportunité. Et ces jeunes sont de plus en plus nombreux à la saisir. Preuve en est que nous répondons là à un besoin réel. Depuis sa création, issue de la fusion en 2009, l'UMONS n'a cessé de grandir d'année en année pour atteindre cette année le cap symbolique et historique des 10 000 étudiants et étudiantes qui fréquentent nos amphis en bachelier, master, doctorat ou encore dans le cadre de nos certificats universitaires. 10 000 étudiants et étudiantes, dont 1 sur 10, je le rappelle, bénéficient de notre offre de formation, parfois conjointe, sur nos sites à Charleroi. Et 1 étudiant sur 4 bénéficiant du statut de boursier. À ce niveau, mesdames et messieurs, et nous n'insisterons jamais assez, plus que jamais le rôle social de l'UMONS est bien réel. Oui, vous avez bien entendu, 25% de nos étudiants sont boursiers. Oui, l'UMONS les accompagne spécifiquement et individuellement, et de plus en plus avec la crise que nous connaissons. Oui, nombreux sont nos étudiants qui travaillent en parallèle à leurs études, simplement pour les payer, pour se loger ou encore s'alimenter. Oui, cela conduit inexorablement à un certain allongement de leur parcours étudiant. Notre rôle à l'UMONS est d'éviter que cet allongement ne soit excessif et aider nos étudiants à obtenir leur diplôme. C'est un rôle supplémentaire, mais nécessaire, que doit accomplir une université comme la nôtre. Je dirais plus largement que remplissent les établissements d'enseignement supérieur du Hainaut, rassemblés au sein de notre remarquable pôle académique hainouais, que j'ai le plaisir et l'honneur de coprésider. Nous formons un pôle soudé, dynamique, innovant et fidèle au soutien et à la formation de nos jeunes hainouais. Et par-delà, n'oublions pas que notre rôle ne se limite pas seulement à l'accompagnement de nos étudiants, mais aussi à l'aide à leur apporter lors de la fameuse transition secondaire supérieure. Le projet d'IORES nous l'a clairement démontré. Merci à vous, chers partenaires du pôle hainouais. Merci aux membres de sa cellule administrative. Je vais vous donner un autre chiffre pour vous faire prendre conscience du bond incroyable réalisé par notre institution. Depuis 2009-2010, notre première rentrée donc sous la bannière UMONS, le nombre total de nos étudiants et étudiantes a progressé de 74%. Oui, vous avez bien entendu, 74%. Et ceci n'est pas uniquement dû à l'arrivée de primo-inscrits en bachelier, qui sont de nouveau en hausse nette cette année. Car c'est aussi important de le noter, l'UMONS est devenue une véritable université de deuxième cycle. Par rapport à 2009-2010, l'augmentation de nos nouveaux étudiants et étudiantes en master atteint même les 650%. 647% exactement. J'en suis persuadé, la crise du Covid nous a fait franchir un nouveau palier, celui de la maturité. Après les phases construire ensemble et vivre ensemble qui ont marqué les mandats du recteur Conti, s'achève désormais la phase s'affirmer ensemble que je proposais comme leitmotiv dans mon premier mandat. Nous entrons à l'UMONS dans une nouvelle ère, celle du s'assumer et s'épanouir ensemble. Cette forme de maturité assumée et décomplexée nous autorise à revendiquer le master en médecine, évidemment dans le cadre d'un partenariat universitaire. Non pas pour fanfaronner, mais pour continuer à jouer notre rôle en faveur de notre région et de sa population. Le Hainaut, les Hainouais et leur réseau hospitalier méritent qu'un cycle complet d'études en médecine soit organisé sur leur territoire, à l'instar du cycle complet en sciences pharmaceutiques. Le dernier cadastre wallon, paru en début de semaine, confirme la pénurie de médecins généralistes et notre province
fait partie des plus touchés par le phénomène. En tant que recteur, j'ai été et je continue à être poussé dans le dos, tant la demande est criante à cet égard. Ce master n'est plus une utopie. La crise sanitaire le démontre et tous les indicateurs plaident en faveur de cette demande. Et nous souhaitons déposer à la RES au printemps prochain pour idéalement débuter en septembre 2023 notre demande. Pour ce faire, j'émets ici le souhait de pouvoir bénéficier, à l'instar du master en pharmacie, du soutien de l'ULB, notre fidèle partenaire. J'en appelle à sa nouvelle rectrice, Annemie, et je profite de l'occasion pour exprimer tous mes remerciements au professeur Yvon Anglaire, pro-recteur de l'ULB. Merci Yvon. Notre collaboration amicale fut riche, dense et des plus sympathiques. Je ne l'oublierai pas. Mesdames et messieurs, l'UNO dispose d'universités fortes, universités de référence. Nous l'avons démontré tout au long de cette crise, tant pour nos enseignements que pour notre recherche, que pour l'apport global au bénéfice de notre région et de sa population. Cet ancrage territorial ne signifie en rien que nous ne pouvons rayonner à l'international. En témoigne notre positionnement dans les derniers rankings internationaux. Là où nous sommes actifs en recherche, nous le sommes au plus haut niveau. Et rappelons-le fièrement, nous sommes maintenant labellisés Université européenne. Université européenne dans le cadre de l'Alliance des universités européennes EUNIS, avec nos 6 partenaires que sont l'Université de technologie de Poznan, l'Université de Vaasa, l'Université de Cantabrie, l'Université de Catane, l'Université Polytechnico de France et l'Université de technologie de Brandebourg-Cottbus. Oui à l'autonomie collaborative de l'UMONS et de nouveau merci à nos partenaires, et je pense particulièrement à l'ULB, oui à l'excellence en enseignement et en recherche pour un ancrage territorial renforcé et un rayonnement international encore plus accentué. Désormais, nous revendiquons notre droit à prospérer et à être encore plus forts ensemble à Mons, plus forts ensemble à Charleroi, plus forts ensemble demain à Tournai. En fait, plus forts ensemble en Hainaut. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme il est de tradition, je cède bien volontiers la parole maintenant aux représentants de nos différents corps. S'exprimeront successivement Élodie de Prince pour le personnel scientifique, Mathieu Guyot au nom du personnel administratif, technique et ouvrier et Martin Stassens au nom des étudiants. Ensuite, le professeur Justine Gauck aura l'occasion de donner la leçon inaugurale. Mesdames, Messieurs, je vous cède la place. Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, monsieur l'administrateur, Mesdames et messieurs en vos titres et qualités, chers collègues, chers étudiants, chers publics. Une année académique assez particulière s'achève et une autre tout aussi spéciale commence. Je prends aujourd'hui la parole pour parler au nom de mes collègues du corps scientifique. Toutes ces personnes qui travaillent assez secrètement, sans relâche, pour faire avancer la recherche et participer à la construction de la société de demain. Toutes ces personnes qui poursuivent leurs travaux, tout en participant au bon fonctionnement de leur département et en assurant les activités d'enseignement. Ces mêmes personnes qui doivent combiner leur vie de famille avec leurs tâches professionnelles. Toutes ces personnes faisant donc partie du corps scientifique.
En effet, le corps scientifique regroupe l'ensemble des scientifiques de l'UMONS, à savoir les doctorants, les assistants, les premiers assistants, les chefs de travaux, les chercheurs sous contrat, les scientifiques du FNRS et des services généraux, ainsi que les logisticiens de recherche. Nous sommes plus de 900 scientifiques à l'UMONS à travailler chaque jour et à participer à son développement et à son rayonnement. Rien qu'en thèse, l'UMONS, c'est environ 60 thèses par an, et déjà 26 en 2020, malgré les conditions que nous connaissons cette année. Le CORSI, organe de représentation du corps scientifique, veille aux intérêts de ses membres au sein de notre université et au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le corps scientifique a toujours bénéficié de l'écoute et du soutien des autorités de l'UMONS, que nous tenons à remercier aujourd'hui. Cependant, cela ne doit pas occulter le caractère assez précaire des carrières des chercheurs, qui voient leurs perspectives et leurs aspirations personnelles fortement limitées, malgré l'excellence de la recherche universitaire. Il est à noter que l'enseignement supérieur doit actuellement répondre à des attentes croissantes avec des moyens limités. Les universités sont sous-financées, ce qui mène à diverses conséquences, comme par exemple un sous-encadrement des étudiants et une surcharge de travail qui entraîne une augmentation des burn-out. Tout cela accentue au final la précarité des chercheurs. Cette situation nous a poussés à nous investir aux côtés des autres corps universitaires pour réclamer un refinancement des universités. Vous n'êtes pas sans savoir que les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles bénéficient d'un financement nettement moins avantageux que celles des pays voisins. Étant donné l'impact positif pour la société et l'économie, ce refinancement est selon nous toujours d'actualité, d'autant plus au regard de la crise que nous traversons. Comme mentionné au début de mon intervention, l'actuelle crise sanitaire ne nous a pas épargnés. En effet, le 16 mars 2020, les universités ont dû fermer leurs portes. Et le 18 mars, la Belgique rentrait en confinement. Pas facile pour un chercheur d'être du jour au lendemain confiné chez soi, sans ses collègues pour partager ses joies et ses peines, sans la motivation de son superviseur, sans les bouchons du centre-ville. Même si ça, c'est vrai, on s'en passait assez bien, je vous l'avoue. Nous nous sommes parfois sentis seuls, très seuls, voire déboussolés à certains moments. Comment faire avancer notre travail, loin des laboratoires, des bibliothèques, des bases de données disponibles à l'université? Comment arriver à finaliser la thèse, malgré des budgets et des plannings parfois intangibles? Comment travailler avec des marmots qui s'impatientent et des familles contaminées? Tout a cependant été mis en œuvre par les autorités de l'université pour faciliter la vie du corps scientifique durant la période de confinement, notamment en accordant plus de souplesse lors des procédures concernant les défenses de thèse, mais également en traitant au cas par cas les demandes des chercheurs. Nous tenons également à remercier la PhD House pour le soutien apporté aux chercheurs pendant cette période de confinement. Je ne pourrais donc clore cette intervention sans remercier chaleureusement, au nom du personnel scientifique, messieurs Philippe Dubois, Marc Laby, Rudy Wattier et Philippe Mettens pour leurs avancées apportées à notre université ainsi que pour leur soutien. En espérant que la période difficile que nous traversons soit bientôt derrière nous et que nous puissions poursuivre plus sereinement les combats que le corps scientifique a entamés, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée académique. Merci. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers collègues, chers étudiants, quelle joie immense d'avoir entendu dans ce hall d'entrée claquer vos bises et résonner vos tapes amicales, d'avoir retrouvé vos plus beaux sourires, de vous voir à nouveau réunis nombreux, serrés les uns contre les autres, enfin débarrassés de nos masques. C'est bien évidemment par ces mots que j'aurais sincèrement préféré commencer cette allocution. Malheureusement, même si les mesures pour contrer la propagation du virus s'estompent doucement, il est toujours là, prêt à rebondir, s'installant dans la longueur, nous forçant sans cesse et non sans mal à nous adapter à lui. Mais ne boudons pas notre plaisir. Regardons le verre d'eau à moitié plein. Le rassemblement de ce soir est en soi encore une victoire. Je ne reviendrai donc pas une énième fois sur le confinement forcé et ses désagréments, mais plutôt pour en dégager les côtés positifs. En effet, pendant ces événements, nous avons vu fleurir au sein de notre institution de nombreux actes de solidarité,
de collaboration, d'échange, de développement, de synergie, de solutions. La liste est longue. Comme quoi, quelquefois, c'est parfois dans l'adversité que l'homme révèle tout son potentiel. Si chacun de nous a vécu de façon différente ce confinement, nous laissant certes quelques séquelles psychologiques, c'est peut-être bien ici, à Lumons, collectivement, que nous l'avons affronté le mieux, que nous l'avons dépassé. Durant cette période, le PATO a lui aussi, à travers son engagement et sa mobilisation, démontré que nous étions bel et bien une force vive de l'Université de Mons, jouant à merveille notre rôle de support. Support, j'aime bien ce mot. Il définit assez bien de façon générale ce qu'est le PATO. Un support, quelque chose qui est toujours là, à côté de soi, un peu en retrait mais omniprésent, sur lequel on peut compter, s'appuyer, qui nous aide à avancer et surtout à grandir. Je profite de l'occasion d'avoir enfin réuni devant moi, en chair et en os, et non plus derrière l'écran impersonnel d'une réunion Teams, l'ensemble des autorités pour leur adresser devant vous ces quelques mots. Vous le savez certainement, à Lumons, nous sommes tous affublés d'un matricule. Si ce mot peut donner des boutons à certains, je voulais souligner à quel point, ici au sein de notre institution, et plus particulièrement pendant cette crise, nous n'avons jamais été considérés comme des numéros. Les actes de précaution ont toujours prévalu sur d'autres intérêts, la sécurité de chacun a toujours été la priorité. Lumons, une université à taille humaine, nous dit-on, une université humaine tout simplement. Monsieur le recteur, monsieur le premier vice-recteur, monsieur l'administrateur, au nom de la communauté PATO et au nom de tous, j'en suis sûr, je voulais donc vous dire merci. Et je pense que ça mérite bien quelques applaudissements. C'est aussi l'occasion de remercier ici tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré et œuvrent encore à l'heure actuelle pour que le déconfinement et ce retour en présentiel se déroulent dans des conditions optimales et exemplaires. La tenue de cette cérémonie en est la preuve. Un grand merci à eux, ils se reconnaîtront, je l'espère. Pour conclure cette allocution, je profiterai une dernière fois de l'opportunité qui m'est donnée pour vous adresser une petite piqûre de rappel. L'année passée, Lumons a mis à l'honneur mademoiselle Greta Thunberg en lui remettant le titre de docteur honoris causa. Si j'ai lu récemment qu'elle avait repris le chemin de l'école, le combat qu'elle mène pour la sauvegarde de notre environnement doit rester plus vif que jamais. Ne l'oublions pas. C'est un défi de taille, certes, mais nous sommes tous concernés. Notre université n'est-elle pas un point idéal de convergence pour rassembler, stimuler ce type d'engagement propice à faire éclore des solutions ? En cette nouvelle année académique, permettez-moi donc de faire appel, encore une fois, à votre mobilisation. Nous aurons besoin de toutes vos initiatives, de la plus petite à la plus grande, de la plus personnelle à la plus collective, quels que soient vos titres, grades et qualités. Merci de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers étudiants, camarades, les belles histoires commencent toujours par « Il était une fois ». Je vais vous en raconter une. L'histoire d'une grande famille montoise, vieille de plus de 10 ans, dont j'ai la chance de faire partie. Cette famille, recomposée, a fièrement construit et fortifié les liens entre ses membres pour devenir aujourd'hui la communauté Lumons. Vivre en famille n'est jamais facile. Nous avons essuyé des plâtres, traversé des épreuves, dont la dernière en date, la maladie. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Nous sortons donc de cette période d'autant plus déterminés à nous attaquer aux inégalités laissées sur le champ de bataille de la Covid. La traversée du désert et ce séjour prolongé dans le tunnel du confinement furent l'occasion de mieux percevoir la capacité de rayonnement des héros discrets de notre quotidien. La vie académique n'a pas fait exception. Nous voulions donc remercier chaleureusement les différents membres du personnel et enseignants pour leur courage et leur ténacité. Ces derniers mois, nous avons applaudi nos soignants. Ce soir, je voudrais qu'ensemble,
nous applaudissions ces héros humains qui sont les nôtres. La mise au premier plan du secteur hospitalier a probablement fait des émules. Des vocations liées à l'exercice de la médecine sont nées dans le désespoir de la pandémie. Malheureusement, une épée de Damoclès continue à planer sur la tête des étudiants, toujours triés sur le volet, brisant des rêves et des carrières essentiellement dédiées au service de l'humanité. La vie d'après Covid propose une page blanche. À nous d'y inscrire nos revendications en tête de liste. Dans toutes les familles, on se crêpe le chignon. Les casus belli ne manquent pas en période de pandémie, telles les évaluations, parfois aléatoires, du travail exécuté dans des conditions anormales, inconfortables, spartiates et profondément injustes en fonction de l'environnement familial. Sortir, s'amuser, se divertir, bien qu'inhérents à la vie d'étudiant, sont souvent également cause de discorde. Des promesses ont été faites. Nous vous en remercions et comptons sur chacun, qu'il soit académique ou politique, pour en faire une réalité. Mons est une magnifique ville, très vivante. N'oublions jamais le rôle que tiennent les étudiants dans cette réussite. Une famille comme la nôtre est appelée à grandir, à s'adapter, à changer d'environnement de vie. Notre fratrie, confinée dans des auditoires devenus exigus, n'a pas acquis la faculté à pousser les murs. Les investissements consentis dans les limites du portefeuille familial n'arrivent pas à la cheville de la réalité de terrain, maintenue sous cloche par le spectre de l'enveloppe fermée. L'enseignement est un acteur de premier plan pour une société démocratique saine. Nos décideurs devraient pourtant éviter que l'histoire ne repasse les mêmes plats. Nous n'attendons pas des excuses, mais patiemment le passage du Père Noël au pied de nos cheminées poussiéreuses. Espérons qu'il ne soit pas une ordure. Il était une fois se termine d'habitude par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Sachez que la vérité sort toujours de la bouche des enfants et que si nous avons à présent un peu de poil au menton, nous gardons néanmoins l'énergie, la clairvoyance, la ténacité qui caractérisent le premier âge. Nos cœurs ne sont pas encore usés par l'amertume, la peur, le compromis. Nos esprits sont solidaires, désintéressés et prêts à en découdre pour défendre un monde plus juste. Ce sera le mot de la fin de cette petite prise de parole que je vous remercie d'avoir écouté et le mot du début d'une année académique que je souhaite excellente, bienveillante et enrichissante. Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, chers collègues, chers étudiants, chers publics. C'est un immense honneur d'être ce jour parmi vous pour présenter la leçon inaugurale qui introduit symboliquement les enseignements de l'année. Cet exercice prend une forme toute particulière et tout à fait congruente avec les modalités d'enseignement qui occupent mes collègues en cette rentrée, à la fois en présentiel et à distance, en faisant le pari que ce propos pourra intéresser l'ensemble d'une assemblée composite. C'est sans doute forte de cette expérience que nous vivons depuis plusieurs mois, accompagnés par des services de support technique et pédagogique que je remercie très sincèrement, que je me sens relativement prête à tenter cette aventure. Si la crise sanitaire que nous traversons bouleverse profondément les points de repère qui sont habituellement les nôtres, je souhaite vous parler d'autres transformations, d'une autre période où les repères sont à revisiter, où les modes d'interaction changent.
Il s'agit de la période périnatale, ce temps d'attente et d'accueil d'une nouvelle vie. Quelle place pour le psychologue, praticien et chercheur à l'aube de la vie psychique? Pourquoi penser qu'il y a du sens à accompagner ce qui pourrait sembler inné, vieux comme le monde, partagé par une grande partie des êtres humains? En quoi échanger avec un nouveau-né est-il bien plus complexe que pourrait le suggérer une certaine sagesse populaire? J'espère pouvoir vous donner quelques clés pour ébaucher la réponse à ces questions et par là explorer la période périnatale. Nous passerons par 3 temps dans cette intervention. Le premier sera consacré à l'évocation du temps du devenir parent en décrivant les processus psychiques qui sous-tendent une grossesse. Le deuxième vous exposera ce qu'il en est du temps du bébé en postnatal en montrant comment la communication parent-bébé s'instaure. Et même si ces étapes se passent de façon sereine pour nombre de parents, grâce à la mobilisation de ressources internes et externes, il n'en est pas ainsi pour d'autres. C'est le champ de la psychopathologie périnatale qui s'ouvre alors, comme nous en discuterons dans un dernier temps. Le temps du devenir parent. Devenir parent passe souvent par une grossesse. Cette étape, qui est en général connue dans ses composantes somatiques, comporte un versant psychique en miroir souvent moins connu. En effet, en parallèle des changements physiques vécus pendant 9 mois, le psychisme de la future mère est lui aussi soumis à un processus de transformation. Catherine Bergeret-Amselec fait un parallèle entre le corps et le psychisme de la femme enceinte, qui va devoir se dilater pour accueillir l'enfant et le laisser s'épanouir avant la séparation que représente l'accouchement. Pour établir un parallèle avec les changements corporels, examinons brièvement ce qui se passe pour les femmes à chaque trimestre de grossesse. Les 3 premiers mois, la future mère est plutôt centrée sur elle-même, dans la mesure où elle ne ressent pas encore son enfant bouger et que les changements physiques sont minimes. Brun et collaborateurs expliquent que c'est la période du « je suis enceinte », mais pas encore « j'attends un enfant ». La première échographie constitue pour beaucoup de femmes la première preuve concrète de l'existence du fœtus. Cet examen médical peut même revêtir une fonction d'organisation psychique de la parentalité, en posant une image sur ce qui restait jusque-là assez immatériel. Le deuxième trimestre, après la transition de l'échographie, est celui de l'investissement de l'enfant, qui se concrétise corporellement pour la mère par des mouvements du fœtus perceptibles. Le psychisme maternel peut alors investir cet enfant et créer des représentations de plus en plus riches. L'enfant a alors un double statut. Il est présent dans le corps maternel et dans son psychisme, mais pas encore dans la réalité. Le dernier trimestre, avec l'approche de l'accouchement, voit la conflictualité augmenter. La naissance et la séparation qui en découlent sont tout à la fois attendues et redoutées. De plus, le bébé est devenu viable. C'est donc bien un enfant de plus en plus concret que porte la mère. Cette description propose un schéma global qui fluctue en fonction de l'image de la femme et du déroulement obstétrical de la grossesse. Ces processus ne s'effectuent pas indépendamment du passé de la femme. Durant cette période, la femme va se confronter à des éléments de sa petite enfance, notamment les relations à sa propre mère. Antoine rappelle que la période de remaniement identitaire intense vécue autour de la grossesse peut être comparée au bouleversement de l'adolescence. À l'adolescence, la jeune fille vit dans son corps et dans sa tête des changements la faisant passer du statut de petite fille à celui de jeune femme. La femme enceinte expérimente elle aussi des modifications physiques et psychiques. Et le passage vers un autre statut, de fille de sa propre mère, elle va progressivement accéder au statut de mère de cet enfant à naître. C'est Rakami, en 1961, qui introduit le concept de maternalité à la suite de ses travaux sur les troubles psychiques de la grossesse. Il désigne par ce mot le travail psychique qui s'élabore chez la femme tout au long de la grossesse, c'est-à-dire le développement de processus psycho-affectifs complexes qui transforment la femme et la rendent capable d'accueillir son enfant. L'élaboration de la maternalité débute avec le désir d'enfant et continue après l'accouchement. Wendland ajoute que le bébé viendra prendre une part active dans ce processus,
notamment autour de la rencontre pré- et postnatale avec cet être nouveau. Ces transformations intenses chez la mère ne doivent pas faire oublier les processus psychiques à l'œuvre chez le père et dans le couple, eux aussi essentiels pour appréhender la grossesse. Si le temps me manque pour les déployer ici, j'aimerais évoquer les travaux menés au sein du service sur la place du père en période périnatale par Stéphanie Culot et Mélanie Labalestra, ainsi que les recherches sur le couple parental menées par le professeur Sarah Galdiolo. Passons maintenant au temps du bébé. L'accès au bébé pour le clinicien comme pour le chercheur débute à la naissance. Vous l'avez entendu, dès ce moment-là, le bébé va jouer un rôle actif dans les échanges avec son ou ses parents. Cette place active de partenaire ne veut pas dire que le bébé est capable de prendre une place symétrique à celle de l'adulte. Elle dépend, bien évidemment, du niveau de développement du bébé. Un bébé seul, ça n'existe pas, disait Winnicott. On pourrait ajouter, avec Escalona, qu'un parent ne le devient pas non plus tout seul. Ces deux partenaires s'influencent de manière réciproque. Examinons cela à l'aide de la représentation graphique de ce phénomène nommé spirale transactionnelle. Cette spirale montre le processus de développement continu des compétences et de l'identité de chacun des partenaires. Chaque échange de regards, de mots ou de vocalisation pour le bébé amène le partenaire dans une danse, une co-construction de leur devenir, en tant que parent et en tant qu'enfant. Ces interactions se déploient au niveau comportemental, ce qu'on peut voir si on les observe. Au niveau affectif, l'émotion que chaque partenaire ressent dans cet échange, et au niveau fantasmatique, plus inconscient. Lamour et Baracco définissent à la suite de ces travaux le concept de parentalisation comme l'influence positive, la création ou le renforcement exercé par une personne, le bébé par exemple, sur le sentiment qu'a un adulte, le père par exemple, d'être parent. Stern et d'autres après lui ont pu montrer l'importance de ces interactions précoces pour aider le nourrisson à organiser son monde interne et comprendre son environnement, notamment par le biais de ce qu'il appelle accordage affectif, une forme précoce de partage émotionnel. Découvrons maintenant 2 brèves séquences d'interaction avec un bébé. Ce matériel est issu du monde non académique pour des raisons de confidentialité clinique que vous comprenez fort bien. Toutefois, YouTube est parfois une ressource riche et surprenante. Ces 2 séquences vous ont permis de découvrir 2 modalités interactives en fait très différentes. Dans la première, j'ai vu vos sourires. Vous avez sans doute ressenti un plaisir très spontané à découvrir ce père, ce bébé, tout à fait ajustés l'un à l'autre, qui semblent partager un moment très positif. La seconde séquence vous a peut-être fait vous sentir moins à l'aise. Si à première vue, cette petite fille rit, et on entend les rires de l'adulte qui filme la séquence, le plaisir du bébé est toutefois moins évident. Vous aurez peut-être été sensible à son figement, ne bouge plus. Ce bébé semble intrusé par une simulation trop forte, et il fait ce que font les bébés qui sont trop dans l'inconfort. Il se retire,
Il ne proteste pas, ne bouge plus, comme pour se faire encore plus petit. Ces signes d'inconfort, voire parfois de souffrance du bébé, nécessitent une observation attentive. Il s'agit de mettre en lumière des signes discrets et pourtant caractéristiques de la clinique du bébé. Faute de cette observation attentive, ces désajustements relationnels, graves seulement s'ils sont persistants, passent inaperçus, sont relativisés ou même niés. Le chercheur et le clinicien auront besoin de chausser des lunettes particulières, à l'instar de grilles d'observation des interactions parents-enfants. Une collaboration sur 2 ans avec la crèche de Lumons a par exemple permis d'utiliser, dans un contexte non pathologique, une grille d'observation novatrice nommée Gegen et d'accroître la finesse de notre méthodologie. Je remercie au passage son personnel et les parents qui ont accepté de nous faire confiance. Ces processus que je viens de vous décrire sont intenses, vous l'avez compris. Dans certains contextes d'adversité, ils peuvent s'enrayer, dysfonctionner. S'ouvre alors le champ de la psychopathologie périnatale par lequel je terminerai cette intervention. Quand l'adversité survient. La psychopathologie périnatale s'intéresse aux avatars qui entourent la période pré- et postnatale afin de mieux comprendre des configurations fréquemment rencontrées. Ainsi, il est aujourd'hui reconnu que la grossesse peut être source d'anxiété, de dépression pour la femme comme pour l'homme. Il est aussi admis qu'à la suite d'un accouchement, ces mêmes difficultés puissent se poursuivre ou même apparaître. Il est alors heureux de constater que de nombreux services de maternité tiennent compte de ces connaissances pour convoquer au besoin le psychologue au chevet des jeunes ou futurs parents. D'autres configurations sont moins étudiées, moins approfondies encore, et nécessitent que le chercheur puisse s'y intéresser. Parmi les travaux qui nous animent, beaucoup de ces questions sont encore en suspens. Comment comprendre et accompagner mieux les conduites de consommation de substances pendant la grossesse? Que se passe-t-il quand un bébé naît après qu'un autre ait été perdu? Peut-on amener les parents les plus vulnérables à augmenter leur sensibilité aux signaux de leur bébé par des dispositifs de rétroaction vidéo? Autant de voies sur lesquelles nous nous engageons avec patience et passion. Je terminerai en vous disant que la position de l'enseignant-chercheur en périnatalité n'exclut pas la participation dans le réel à des projets de soins et d'accompagnement. Pour n'en citer qu'un, j'aimerais vous parler d'accordage à Mons. Ainsi, depuis plusieurs années, avec une équipe de professionnels de terrain préoccupés par ces questions de vulnérabilité de certaines familles, un dispositif innovant a été mis en place et récemment reconnu par l'ONE en tant que service d'accompagnement périnatal. C'est une grande joie de pouvoir, avec un ensemble de collègues, assistants, doctorants, chercheurs, aussi des docteurs maintenant, de construire du sens, construire des connaissances et tenter de les rendre accessibles dans les situations où la souffrance surgit, dans le champ de la périnatalité comme dans d'autres champs qui vivent au sein du service. Merci à chacun d'entre eux. Sarah, Stéphanie et Mélanie, que j'ai déjà citées, Pauline, Anthony, Amélie, Lisa, Philippe, Mélissa et Jenny. C'est en équipe, ensemble, que l'on peut avancer, mais je crois que vous le savez déjà et que notre recteur ne nous dira pas le contraire aujourd'hui. Merci à tous. Grand merci, comme quoi un sourire non masqué peut apporter nombre de sourires. J'ai eu l'occasion de le deviner derrière vos masques. Merci. Ça fait aussi du bien de parler autre chose que du Covid, n'est-ce pas? Et c'est ça aussi l'université. Mesdames et messieurs, avant de clôturer cette cérémonie, je voudrais rendre hommage à un serviteur de notre institution. Quelqu'un sans qui l'université de Mons n'en serait pas là aujourd'hui, qui a accompagné chaque étape de la fusion, de l'intégration de nos nouvelles facultés, qui est à la base même de notre croissance. Cette personne n'aime pas être placée sous les projecteurs, je le sais. C'est plutôt quelqu'un qui œuvre en toute modestie,
et humilité depuis les coulisses. Mais sa discrétion n'a d'égal que son efficacité redoutable et sa fidélité sans faille à notre institution, dont il connaît les arcanes et les rouages sans doute mieux que personne. Il fut le gardien, sage et rigoureux, du cadre, du budget et des infrastructures. Avec ces quelques indices, je pense que certains et certaines d'entre vous auront aisément reconnu notre ancien administrateur Dany Vince. Cher Dany, mon très cher Dany, qui mieux que toi, dans le fond, incarne l'UMONS, et ce, bien avant l'heure. Tu es en effet un précurseur, diplômé ingénieur civil électricien de la Polytech. C'est à l'université de l'État que tu accompliras la majeure partie de ta carrière en tant qu'informaticien et où tes compétences seront très vite repérées dans les hautes sphères politiques. Ainsi, dès le milieu des années 90, tu occuperas plusieurs postes clés dans des ministères et cabinets de la communauté française, sans jamais perdre de vue ton premier employeur. Tu y reviendras d'ailleurs en tant qu'administrateur en remplacement de feu José Quenon pour y accomplir 2 mandats et continuer ensuite à nous aider comme chargé de mission jusqu'à aujourd'hui, où tes compétences continuent d'exceller. Tout au long de ces années, Dany, nous avons tous et toutes pu apprécier tes qualités professionnelles. Sérieux, rigueur, efficacité, discrétion, intelligence, dévouement, le tout complété par une connaissance affine des rouages politiques. Mais aujourd'hui, nous tenons aussi à saluer le collègue et l'homme que nous avons côtoyé. Sous des dehors parfois un peu bourrus, se cache quelqu'un de grande sensibilité, doté d'un sens de l'écoute et d'une forte empathie pour tous et toutes. Quelqu'un aussi qui sait faire preuve d'un humour pince sans rire, dont les traits font souvent mouche. Un humaniste, un vrai. Pour toutes ces raisons, Dany, je suis heureux de te remettre au nom de l'ensemble de notre communauté la médaille d'honneur de notre université. Je te demande de me rejoindre sur la scène avec ton épouse, Marie-Thérèse, qui mériterait elle aussi sans doute une médaille, mais à qui nous avons préféré offrir un bouquet de fleurs. Merci Dany. Mille merci. Je terminerai mon intervention en vous informant que cette année académique 2020-2021 devrait voir également désigner au sein de l'UMONS ces nouveaux docteurs honoris causa scientifiques, DHC dits facultaires. La cérémonie de remise des insignes DHC devrait se dérouler au printemps 2021, si, bien entendu, le contexte sanitaire le permet. À cet égard, j'aimerais saluer ici Marielle Brunings, la secrétaire sortante de notre conseil académique, qui était en poste depuis 2008. Grand merci, Marielle. Et féliciter celle qui a entre-temps pris sa place, Cathy Huet. Merci beaucoup.
Avant de clôturer, je m'en voudrais évidemment de ne pas avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie si particulière. Elles sont si nombreuses à être impliquées que je m'en voudrais de citer qui que ce soit, de peur d'omettre quelqu'un ou simplement un service. Mais je suis certain qu'ils et qu'elles se reconnaîtront aisément. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, permettez-moi maintenant de déclarer officiellement ouverte l'année académique 2020-2021, durant laquelle, j'en suis convaincu, et quelles que soient les difficultés et obstacles qui pourraient encore se dresser face à nous, nous serons toujours bien plus forts ensemble. Je vous remercie.